Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu locale et ce soir je recevrai une partie de l'équipe du tournage du film Timounao de Nelson Foy, une très belle réalisation, on en parlera plus amplement notamment avec Axel Lafleur mais aussi l'acteur principal, mais pour l'instant place à l'actu. Et balle finie, violent en sac pour les professionnels de l'événementiel qui déchantent face aux annonces gouvernementales. Voilà plus de 6 mois que ces chefs d'entreprise et indépendants sont à l'arrêt sans pour autant percevoir la totalité des aides qui leur sont dues. Un défaut de trésorerie qui impacte leur activité mais aussi leur vie de famille. Une situation intenable qu'ils ont dénoncée lors d'une opération escargot au départ de Destreland mais aussi au départ du gazon de Bourgogne aux Abîmes en direction de l'aéroport Paul Caraïbes. Le reportage de Stanley Manicor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après quelques mois d'incompréhension et de stand-by, on a décidé de se mobiliser pour se faire entendre réellement et avoir des réponses à nos questions et à nos interrogations. Donc concrètement, nous avons une délégation qui est portée sur la Basse-Terre, qui demande à être reçue par le président de la région et l'ensemble des organismes de la Guadeloupe. On a besoin de réponses et on a besoin d'un plan d'action pour savoir quelle va être la suite pour nous au niveau du métier de l'événementiel, de la restauration et nous aussi guadeloupéens. Parce qu'il n'est pas sans dire que cette action touche l'ensemble de la communauté guadeloupéenne. C'est exactement ça, on se fait asphyxier et sans raison valable. C'est-à-dire que notre archipel est passé en ultra rouge alors qu'on était en ultra vert. Et d'ailleurs, c'est l'un des points convergents de nos revendications. On aimerait que l'État prenne ses responsabilités, d'accord, règle les problèmes du CHU qui sont principalement en fait, le problème qui font que nous sommes en ultra rouge aujourd'hui. Et par la suite qu'on puisse avoir des réponses pour notre profession. Il n'y a jamais eu aucune preuve disant que le virus se promène à partir de 22h et cesse de se promener à 6h du matin. Je pense que tout un chacun trouve ça aberrant. Il n'y a jamais eu de cluster repéré, en tout cas chez les professionnels de la nuit ou de la restauration. Donc on trouve illégitime d'être pris pour cible et qu'on nous tape à nous sur les doigts pour quelque chose qui ne nous concerne pas que nous en réalité. Voilà. Donc on demande beaucoup d'équité. On veut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Si on doit fermer des établissements, que nous ne soyons pas les seuls pris pour cible et qu'on cesse de nous diaboliser, en tout cas au niveau de la population guadeloupéenne. Alors le mouvement, il a été initié par les professionnels de l'événementiel. Donc c'est très réducteur de penser que les professionnels se limitent aux organisateurs de soirées et aux discothèques. Vous avez les wedding planners, vous avez les prestataires, vous avez les DJ, vous avez les gens qui font de la location de matériel. C'est une économie moléculaire qui touche énormément de monde. Au niveau de la restauration, vous avez les établissements qui font de la restauration simple, les établissements qui font de la restauration avec des pistes dansantes. En fait, c'est tout un ensemble de communautés qui a appelé à une mobilisation et l'ensemble de la population qui s'est sentie aussi concernée par cette situation a décidé de nous rejoindre. C'est déjà le cas, certains ont déjà déposé le bilan et c'est justement pour cela qu'on ne peut plus attendre. Il nous faut des réponses immédiates. On a besoin que la région, que les autorités, que l'État prennent ses responsabilités et nous porte du soutien à notre situation. Beaucoup de secteurs d'activité sont dédommagés entre guillemets ou accompagnés et c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas la charité, on demande à être entendu et à être traité comme toutes les autres sociétés qui sont traitées en Guadeloupe. C'est-à-dire on veut un accompagnement pour faire face à cette crise mondiale et qui nous touche particulièrement sur la Guadeloupe en ce moment. L'organisation justement des professionnels de l'événementiel est reçue par le préfet de région qui a accepté une entrevue alors qu'il s'apprêtait à bloquer le rond-point de Destreland. Et suite au dernier arrêté préfectoral, les salles de sport ne peuvent plus accueillir du public. Un nouveau coup dur pour les entrepreneurs qui y sont à la tête et qui font des efforts considérables pour respecter les mesures d'hygiène et de distanciation. Beaucoup d'investissements ont été faits. Le reportage. On est fermé depuis hier soir 22h suite à un décret préfectoral nous imposant la fermeture pendant 15 jours. Minimum, je dis bien minimum, puisqu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait.
Donc nous avons fermé nos 5 salles hier soir à 22 heures. Ça va engendrer très certainement un chômage partiel pour plus de 50 employés, puisque c'est grosso modo l'effectif que nous avons ici à l'intérieur de nos salles, sans compter la cinquantaine de coachs qui eux sont indépendants et sont sur le carreau pendant la même période. Et sans compter évidemment sur les milliers d'adhérents qui ne pourront pas pratiquer le sport. Alors une activité sportive est à mon avis le meilleur moyen d'avoir une immunité la plus grande possible contre la maladie. On empêche les gens de faire du sport. Alors que je ne pense pas franchement qu'il soit plus dangereux de venir faire du sport chez Fitness Park que d'aller faire ses courses dans un quelconque supermarché. Cette crise dure depuis déjà maintenant plus de 6 mois. Et je vous assure qu'aucun cluster n'a été découvert dans aucune salle Fitness Park de France et de Navarre, c'est-à-dire plus de 200 salles, alors que toutes les mesures avaient été prises, c'est-à-dire que nous avons des séparateurs en polycarbonate pour les machines trop proches. Nous avons à l'intérieur de nos salles plus de 90 distributeurs de gel hydroalcoolique. On prend la température des gens à l'entrée. On est très vigilant quant au port du masque dans les allées pour rentrer et pour sortir du club. Il ne s'est rien passé depuis février chez nous et on nous impose une fermeture de 15 jours, ce qui, je pense, ne changera pas grand-chose quant à l'évolution de la crise actuelle sur le département de la Guadeloupe. C'est une perte puisque pendant ces 15 fameux jours, nous n'allons prélever évidemment aucun de nos adhérents, ce qui est un petit peu normal. Donc ça, plus les 80 jours de fermeture que nous avons subis déjà il y a quelques mois en arrière, je vous laisse compter. Je voudrais dire qu'on est punis, on n'est pas les seuls à être punis. On a cassé tout ce qui était loisir. On ne peut pas aller sur la plage, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas sortir le soir et on ne peut pas faire du sport. Il nous reste quoi? Travailler. Il paraît que le télétravail est à la mode, mais se téléporter en sport et faire du sport avec un appareil sur son ordinateur me paraît très compliqué. Donc les bars et restaurants sont fermés. N'oubliez pas qu'à compter de 22 heures, effectivement, eh bien, il ne faut pas faire de bruit sur la voie publique, sinon vous risquez des amendes. Donc les salles de sport aussi doivent fermer leurs portes. Et notez que toutes les compétitions sportives du département ont elles aussi été annulées. Et après 10 mois de murmures à l'oreille d'une direction sourde, le service de radiologie du CHU s'est éteint. Ils sont en off, très sollicités avec une succession de crises. Les soignants et techniciens n'en peuvent plus. C'est sans compter le sous-effectif et les manques de matériel qui en rajoutent une couche et dégradent sérieusement la prise en charge des patients. Le reportage. Une manifestation prévue, on ne peut pas dire ça comme ça, on va dire une manifestation imposée, puisque ça fait 10 mois qu'on interpelle la direction sur nos différents problèmes. On nous écoute, mais on ne nous entend pas. Voilà. Aucune solution apportée à nos différentes problématiques. Donc aujourd'hui, la grève s'est imposée à nous. On demande surtout une augmentation de l'effectif, recrutement de manipulateurs radio, de médecins également, de secrétaires, d'ASH. Il y a un sous-effectif global dans notre service qui impacte sur la qualité de la prise en charge des patients. Voilà, puisque nous, comme la direction, on veut également le meilleur pour la population guadeloupéenne, pour les patients que l'on reçoit. Mais il nous manque du personnel pour bien faire, il nous manque du matériel pour bien faire. Voilà. Comme on vous dit, on ne savait pas que les renforts armés seraient arrivés. Nous, ça fait 10 mois qu'on essaie d'interpeller la direction, on écrit des courriers, on avait déjà manifesté notre mécontentement en arrêtant de côté nos examens pendant plusieurs mois. Donc c'est vraiment pas prévu, on n'a pas attendu la crise Covid pour faire grève, on tient à le signaler. C'est juste que la crise Covid, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un débrayage, mais on est en grève. On a déposé notre préavis de grève depuis quelques jours. Et donc, un manque d'effectifs qui se fait sentir dans plusieurs services du CHU de Pointe-à-Pitre et pour tenter de pallier aux absences, puisqu'il y a eu beaucoup de départs en congé, puisque beaucoup de personnels sont tombés malades, eh bien l'Agence régionale de santé a dépêché 29 personnels de santé de l'armée. Le reportage de Maxime Morel. L'arrivée des militaires, elle est la bienvenue, elle est nécessaire. Pour autant, je ne peux pas à l'heure actuelle vous dire que ça va nous permettre de nous reposer, ça va simplement nous permettre d'encaisser la vague très importante qui nous arrive. Nous sommes donc du personnel du service de santé des armées. Nous sommes 29 personnels du service de santé. Il y a 4 médecins,
14 infirmiers et infirmiers anesthésistes et 10 aides-soignants. Il y a 8 personnels du régiment médical de l'armée de terre qui a pour fonction d'assurer le soutien logistique du service de santé lorsqu'il se déploie en opération. À l'heure actuelle, on fonctionne avec beaucoup de renforts venus de l'extérieur qui sont moins expérimentés ou qualifiés pour la réanimation. Cette crise, elle est gérée depuis plusieurs mois par les équipes hospitalières, les équipes de l'Agence régionale de santé. Je crois qu'il faut leur rendre hommage. Ils ont augmenté énormément leur capacité d'accueil de patients pour pouvoir assurer des soins de qualité à leur profit. Et ils ont su tirer un signal d'alarme lorsqu'ils ont identifié qu'ils n'allaient plus pouvoir assurer une qualité de soins suffisante pour les patients. Et je rends hommage à ces équipes qui ont admirablement géré la crise jusqu'à présent. Leur rôle va être d'être autonome pour prendre en charge une unité de 8 patients de réanimation Covid. Effectivement, il y a l'isolement de la Guadeloupe qui rend les choses un petit peu plus difficiles. Lors de la première vague, le confinement était complet en France, enfin sur le territoire national et puis ici aux Antilles. Donc l'entraide a pu se jouer plus facilement entre justement la métropole et les Antilles. Lors de cette deuxième vague, actuellement, les disponibilités sont plus faibles et donc l'isolement se fait plus sentir manifestement ici en Guadeloupe. Le syndicat UNSA Éducation lui dresse un bilan désastreux de ce début d'année. Les enseignants déplorent un durcissement des protocoles pour tous et en tout lieu, excepté à l'école où les règles sont assouplies. Ils font référence notamment à l'augmentation du nombre de cas entraînant une fermeture de classe. Initialement à 1 élève, le seuil est passé à 3. Les cas de Covid seraient également traités à la légère sans que des désinfections soient entreprises systématiquement. On fait le point avec Gustave Biram, secrétaire général de l'UNSA. On s'y attendait, mais encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Plus compliqué à cause du Covid. Nous pensions que, vu l'expérience que nous avons eue au mois de mai, on aurait pu mieux maîtriser la situation. Or, force est de constater que les choses partent à la hausse au niveau de la Guadeloupe. Et l'école n'est pas quelque chose où on vit en vase clos. Donc forcément, il y a des répercussions sur l'école. Il y a des répercussions sur l'école, d'autant plus que nous pensons que le protocole qui est actuellement mis en œuvre n'est peut-être pas suffisant. On renforce le protocole pour toutes les parties de la société, on allège le protocole pour l'école. Est-ce que ça a un sens? Aujourd'hui, on nous dit, pour qu'une classe soit fermée, il faut que 3 élèves soient contaminés. Il n'y a pas si longtemps, c'était 1 élève. Donc, alors, on veut faire quoi? On veut multiplier les cas de Covid. On veut arriver à une situation où on n'est pas à fermer une classe, mais on est à fermer l'école, on est à fermer le collège, on est à fermer le lycée. Je dirais que nos salariés, nos collègues sont inquiets de la situation sanitaire au rectorat. Surtout au niveau du rectorat, et je crois que dans les établissements, c'est un peu la même chose. Nous sommes, je le rappelle, 280 salariés sur le site, sans compter les visiteurs de jour qui viennent. Donc nous arrivons à être souvent vers les 350, voire 400 sur le site. Donc, vous voyez l'importance du nombre de personnes. Et nous estimons que le protocole sanitaire mis en place, qui devrait être appliqué, ne l'est pas totalement. Nous avons eu déjà quelques cas de Covid au niveau du rectorat et c'est traité à la légère. À la légère dans la mesure où aucune désinfection n'a été faite. C'est vrai qu'hier soir, j'ai entendu le secrétaire général dire que tout se passe bien. Je crois que nous ne vivons pas sur le même site. Je rappelle que nos collègues agents de nettoyage, d'entretien, n'ont pas reçu une formation adéquate pour désinfecter quand il y a un cas de Covid. Oui, ils ont reçu une formation sommaire, je dirais, une formation juste pour le nettoyage de tous les jours avec un virucide.
Mais quand un cas est déclaré, la santé de ses collègues même est mise en danger, ses collègues d'agents d'entretien. Et quand j'entends notre secrétaire général dire que c'est désinfecté, nous disons non, partout ailleurs. Nous savons qu'il y a des entreprises spécialisées qui viennent désinfecter les bureaux. Et je voulais vous communiquer justement les chiffres du nouveau point Covid communiqué par l'Agence régionale de santé, mais il faudrait que je prenne un petit peu plus de temps pour me pencher dessus parce que visiblement, ce sont quasiment exactement les mêmes chiffres qui ont été publiés la semaine dernière, c'est-à-dire pour la semaine du 14 au 20 septembre. Ces chiffres n'ont pas changé, visiblement. Et le préfet poursuit son tour des problématiques guadeloupéennes avec la production en eau potable. Alexandre Rochat s'est rendu à l'usine de Bellocado suite au remplacement de l'armoire électrique qui avait brûlé. En même temps, l'installation principale pour la distribution de l'eau est obsolète et vétuste. Un constat dressé par le maire de Capesterre-Belle-Eau, Jean-Philippe Courtois, qui entend bien mettre un terme à 40 ans de politique politicienne autour de l'eau. Le reportage. Je suis venu ici tout simplement, c'est la continuité des visites que j'ai faites dans le cadre du plan d'urgence eau. J'étais allé voir des résorptions de fuites, des travaux sur les fuites. On est allé voir un travail sur une citerne qui était remplie au gosier. Et puis là, c'est le début en fait, c'est l'amont. C'est l'usine qui permet d'approvisionner en eau l'ensemble du réseau. Votre question, elle est pertinente évidemment puisque vous me l'avez posée, mais on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour investir sur l'eau. En Guadeloupe, ce n'est pas ma compétence, comme vous le savez. Donc le travail qui a été fait ici, et c'est pour ça que je viens le voir, c'est parce qu'on a remplacé une armoire électrique qui avait brûlé. Cette armoire, elle a brûlé par accident, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle était vétuste ou pas, mais elle avait brûlé en mars dernier, je crois, c'est ça. Elle avait brûlé, mais on n'avait pas les moyens de la réparer, alors qu'elle était visiblement très importante, voire indispensable pour l'automatisation des gestes et pour le travail technique. Et donc, un des volets du plan d'urgence que nous avons mis en œuvre, ça a été, parce qu'on a décelé comme étant un point sensible, eh bien de réparer cette armoire électrique, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce qui permet de sécuriser l'approvisionnement en eau. Voilà, c'est des actions ponctuelles qui sont faites. Mais les actions ponctuelles que nous faisons, ça ne remplacera pas toutes les difficultés, on le sait très bien, le sujet il n'est pas là. Le sujet il est sur une question d'organisation générale de la distribution de l'eau en Guadeloupe. Et ça, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste et qui n'est pas seulement celui du plan d'urgence. Mais je crois que nous sommes tous conscients aujourd'hui que le vrai souci de l'eau en Guadeloupe, c'est la vétusté du réseau. Ici à Bellocado, c'est vraiment le stigmate ultime qui nous démontre que nous avons donc des installations qui ont plus de 60 ans, des armoires électriques qui sont primordiales pour le bon fonctionnement du système, mais où il n'y a pas de doublon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de palliatif en cas de panne. Donc c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que nous puissions remettre à plat le système et forcément que nous ayons donc l'aide de l'État, donc remercier donc le préfet de cette démarche, mais il faut que nous allions beaucoup plus loin puisque le syndicat unique de l'eau est effectivement une solution présentée par certains pour mutualiser les moyens, il n'est pas encore mis en place. Mais qui n'est pas une réalité alors que nous avons une problématique immédiate et surtout nous sommes tous conscients qu'il va y avoir un investissement colossal. Donc il faudra que l'État prenne ses responsabilités. Je dirais au XXIe siècle plus exactement, comment tolérer l'intolérable, comment expliquer à des familles que nous devons fermer les écoles, que nous ne pouvons pas leur permettre d'aller travailler en toute quiétude, alors que nous sommes à l'origine de la production de l'eau. Alors qu'il y a eu effectivement pendant 30-40 années donc des politiques publiques qui ont été mises en place, mais qui n'ont pas travaillé sur l'essentiel, c'est-à-dire le quotidien de la population. Et c'est pour cela que la génération que nous représentons aujourd'hui doit prendre sa part de responsabilité de manière à exiger des réponses et que nous arrêtions de faire de la politique politicienne avec de l'eau. Autre visite maintenant, celle du président de région à la Désirade. C'était la dernière étape du tour des chantiers communaux d'Aréchalus qui se félicite des réalisations comme le terrain de tennis et des projets en cours comme la réfection du stade municipal ou du déploiement de la fibre à la Désirade. Regardez. C'est la tournée de la dernière commune de la Désirade. Je suis vraiment satisfait parce que voilà une commune qui a entamé effectivement de gros chantiers avec les accords que nous avons entre nous depuis notre dernier passage ici. Et le nouveau maire de la Désirade a déjà entamé beaucoup de chantiers. Je suis vraiment fier de voir un peu, quand j'étais venu ici, derrière moi, c'était un vaste, comment dire ça, je dirais une plaine. Aujourd'hui, la région a accompagné terrain de basket, terrain de handball, terrain de tennis, clôture, et nous allons continuer. Et même aussi plus loin du côté de, je crois, Bémao. Donc je suis vraiment satisfait des réalisations. Nous avons été visiter la mairie, les travaux vont commencer d'ici quelques jours.
l'école maternelle et élémentaire aussi, la démolition pour la reconstruction, comme nous avons pris la maîtrise d'ouvrage. Donc je suis vraiment content de notre passage aujourd'hui ici et du travail réalisé sur la Désirade. Les services de la région ont été impeccables à ce niveau. Ils ont plus ou moins fait un listing de tous les projets qui sont déjà en cours, notamment la réfection du stade, qui est aussi un projet qui me tient énormément à cœur, qu'il va falloir qu'on pousse, surtout au niveau de l'éclairage. Comme j'ai expliqué dans mon allocution, que l'éclairage, c'est une bonne chose. Le sport en famille le soir, bien souvent se fait le soir, non la journée, sachant qu'il fait très chaud. Donc voilà, c'est pour ça que j'irai aussi vers ce projet. Nous avons parlé de fibre optique. Et surtout un projet, je pense que tout le monde a pu voir comment j'ai insisté là-dessus, c'est au niveau de l'usine de dessalement. J'irai où il faut pour pouvoir défendre ce projet, mais en tout cas je tiens à donner aux Désiradiens de l'eau en continu dans leur robinet. Les 3 chantiers du projet Océan qui vont démarrer aussi, ils ont validé, c'est plus de 930 000 € qui seront injectés ici à la Désirade. Et encore, vraiment, je suis content, surtout quand j'ai entendu l'armateur nous féliciter parce que la région a accompagné à acquérir le bateau qui fait la desserte entre Saint-François et ici. Donc c'est ça, travailler pour la Guadeloupe. Le MEL à la Désirade est ouvert à discuter avec tout le monde. Et c'est encore mieux aujourd'hui de voir que les collectivités majeures sont là, ont envie de travailler pour les Désiradiens, pour la Désirade, avec le maire de la Désirade et son conseil municipal. Et pour ceux qui veulent suivre effectivement les conclusions de la rencontre entre la préfecture et les professionnels de l'événementiel, eh bien notre reporter Olivier Félix est en ce moment en direct sur le Facebook de Canal 10 Télévision. Et afin d'aider les associations à se faire connaître, la ville de Bémao organise le village des assos. Et cette année, la municipalité a même validé la réalisation de spots publicitaires, de quoi promouvoir les belles initiatives de ce territoire. Le reste en images. Nous nous retrouvons au niveau de la friche industrielle. Derrière nous, comme vous le voyez, on a le plan d'eau de la baie de Bémao et un certain nombre de pontons qui accueillent un certain nombre de bateaux. Et il s'agit pour nous aujourd'hui de tourner, bien entendu, un spot avec les associations. Pourquoi? Parce que chaque année, nous organisons le village des associations. C'est, je dirais, une manifestation qui permet à la population et particulièrement aux jeunes de notre territoire de connaître les différentes associations qui œuvrent au sein du territoire, que ce soit des associations sportives, des associations culturelles aussi également, tous sports confondus et toute forme de culture, que ce soit le go-kart, que ce soit bien entendu d'autres types de prestations, de théâtre, etc., ou la danse. Et cela permet à la population bémaotienne et particulièrement aux parents de trouver une pratique pour leurs enfants en ce début d'année scolaire. Donc dans le cadre d'une opération qui a été mise en place par la ville de Bémao pour permettre aux associations de promouvoir leurs activités, compte tenu du fait que le village des associations qui avait lieu traditionnellement début septembre n'a pas pu avoir lieu compte tenu du contexte sanitaire. Donc voilà, la ville a décidé quand même de permettre aux associations de pouvoir présenter leurs activités ce matin. Mais je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où le village était quand même un moment très important pour les associations et également pour les parents administrés qui pouvaient au cours de cette journée donc, rencontrer les différentes associations présentes sur le territoire et se positionner pour les activités sportives ou culturelles de leurs enfants ou d'eux-mêmes. Alors maintenant, ça sera un support de communication qu'on aura. Maintenant, il va falloir qu'on étudie ce qu'on va, parce qu'on aura, je pense que l'éventail est très large. On va le laisser peut-être à demeure, comme ça n'importe qui arrive à n'importe quel moment sur le territoire ou qui veut savoir ce qui se fait à Bémao pourra savoir en termes d'associations sportives, culturelles, ce qui est proposé sur le territoire. Donc pour moi, ça c'est quelque chose d'innovant, mais c'est quelque chose aussi de durable. Et qui va être décliné sur tous les médias, sur tous les réseaux sociaux.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée en notre compagnie. Des bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. On a un petit changement de programme. En début d'émission, on va passer un petit coup de fil à monsieur le maire de la ville Les Abîmes, Éric Jalton, qui souhaite réagir justement aux décisions préfectorales. Mais nous parlerons principalement et surtout de la sortie du court-métrage Timounao réalisé par Nelson Foy. Et nous recevrons une partie de cette équipe de tournage qui a fait un travail fantastique. Ils nous en parleront plus amplement. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Tati Véronique, je dis bonsoir à Iconu Marie-Galante, bonsoir Sophie Chébassier, bonsoir Marcelin Comment, bonsoir aussi à toi Marie-Hélène Borès, bonsoir Lilda, bonsoir Odile Zingilet, bonsoir à Georges Toussaint, à Angèle Louvrier, à qui d'autre, à Colibri TPT, à Maggie Bozir, à Claudia Peter. Bonsoir à tous, merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux, mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se quitte pour une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après.